Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Olivier Dussopt, le ministre des Comptes publics. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Bon, l'épidémie se maintient à un niveau qui est élevé. On voit les chiffres d'hier et d'avant-hier qui n'incitent pas à l'optimisme, avec une tendance comme à l'accélération et les indicateurs de l'épidémie qui sont, alors certains disent préoccupants. Et c'est vrai quand on écoute Martin Hirsch, Karine Lacombe, il y a une pression qui monte en faveur d'un confinement, c'est ce qu'on entend de la part des scientifiques ou des experts sanitaires. Et la question va se poser dès la semaine prochaine. La question du confinement se posera la semaine prochaine. Elle est évoquée, c'est une hypothèse qui n'est pas exclue. Le Premier ministre l'a dit. Le porte-parole du gouvernement a dit que ça n'était pas exclu, mais que ça n'était pas cette semaine et que le travail continuait. Il y a un certain nombre d'avis qui sont rendus, il y a des ministres particulièrement mobilisés, je pense à Olivier Véran, en lien avec le Premier ministre, et le gouvernement prend des décisions qui sont à chaque fois les plus appropriées. Nous avions pris la décision d'un confinement avec le maintien des écoles en novembre, nous avons instauré des mesures de couvre-feu, autant de mesures qui sont des mesures restrictives, mais qui sont nécessaires. La situation épidémique évolue, et je le répète, les décisions qui seront annoncées par le Premier ministre et le ministre de la Santé sont dictées, conditionnées par cette situation épidémique. L'heure de vérité, c'est la semaine prochaine ? C'est ce que disent un certain nombre d'experts. Oui. Je ne le suis pas, je me concentre sur ma responsabilité, qui est de faire en sorte que, dans cette situation, et quelle que soit l'incertitude, nous puissions avoir les moyens d'accompagner l'économie et les Français, et que nous puissions faire face à toutes les hypothèses. Ouais. Après, je crois que c'est lors de ses vœux, Bruno Le Maire nous a dit que le plus difficile était devant nous. Je me suis demandé pourquoi cette assertion, alors qu'il y a l'espoir qui renaît de la vaccination, d'un vaccin. Alors certes, on voit bien qu'il y a l'hypothèse aussi à court terme d'abord d'un reconfinement, mais alors que la prévision de croissance c'est de 6% du gouvernement, cela, ouais. Les instituts a priori sont plutôt autour de 5%, le FMI est à 5,5%. D'autres 6% reste un défi. Un défi, a dit le ministre. Nous mobilisons tous les moyens dont nous disposons pour accompagner et soutenir la croissance. Le Parlement a voté un projet de loi de finances pour 2021 qui porte un plan de relance à hauteur de 100 milliards d'euros, qui porte aussi dont la moitié sera dépensée en 2021. La moitié en 2021, qui porte aussi des financements pour les mesures d'urgence, c'est-à-dire des mesures de financement du chômage partiel, du fonds de solidarité, des exonérations pour les entreprises qui sont maintenues fermées par des décisions administratives. Nous savons qu'il y a des difficultés devant nous, parce qu'il y a un certain nombre de secteurs, des secteurs qui peuvent être structurants, comme l'aéronautique, comme le tourisme, qui seront très certainement durablement impactés, qui auront du mal à retrouver un niveau d'activité égal à celui d'avant-crise, aussi rapidement que le reste de l'économie. Au moment où on se parle, Olivier Dussopt, les 6% de croissance pour cette année, c'est une prévision qui a du plomb dans l'aile. Pardon de dire des choses. Ça reste un objectif très fort et le plan de relance y participera pour 1,5 point. Et les raisons d'espérer sont nombreuses. Mais en cas de reconfinement, les 6%, on oublie, c'est terminé. Non, mais il faut dire les choses. L'hypothèse sur laquelle nous travaillons, et nous l'avons toujours dit, nous n'avons pas attendu aujourd'hui pour l'affirmer, c'est bien de le rappeler. C'est une hypothèse, c'est celle sur laquelle nous avons construit le budget pour 2021, qui est une hypothèse sans confinement, et donc à conditions sanitaires égales. Mais ce que je veux souligner, y compris pour démontrer que cette prévision à 6% à conditions sanitaires égales est une prévision qui est une prévision plausible, crédible, c'est que nous l'appuyons sur deux éléments, ou en tout cas deux points qui sont rassurants. Le premier, c'est qu'au troisième trimestre, après le confinement du printemps, nous avons connu une croissance trimestrielle de plus de 18,5%, la plus forte en Europe. Ce qui nous a permis de rattraper beaucoup de la perte d'activité du printemps. On avait une perte d'activité au printemps qui était aussi une des plus fortes d'Europe. Et là, c'est pour ça que ça permet de la rattraper. Et au dernier trimestre, lorsque nous sommes sortis du confinement du mois de novembre, nous avons fait deux constats. Le premier, c'est que la baisse d'activité pendant ce confinement du mois de novembre, dont nous estimions qu'elle était autour de 20%, était en réalité à 12%, ce qui est rassurant. Ça montre aussi que les entreprises ont su adapter leur production à cette période de confinement. Et l'autre aspect, c'est qu'il y a une reprise de la consommation, et ça s'est y compris traduit par un ressaut en matière de recettes fiscales, notamment sur l'impôt sur les sociétés, ce qui est plutôt rassurant en termes de résilience, de résistance de l'économie. Et quand on regarde maintenant là, le timing et ce qui se passe au moment où on se parle avec la croissance du nombre d'infections, on se dit que... Il y a une situation épidémique qui est incertaine. On peut le répéter, le dire, le scander. C'est une réalité que nous subissons, et nous avons tous espoir que la vaccination, le développement de différents vaccins nous permettent de sortir du tunnel et de voir la fin de cette crise. Ce qui compte pour nous, et ce qui compte pour Bruno Le Maire et pour moi à Bercy, c'est d'être dans la même attitude que celle que nous avons observée l'année dernière. C'est une attitude de prudence. Nous n'avons jamais surestimé nos prévisions ni de croissance, ni d'évolution économique. Nous avons toujours été prudents. Et si nous avons été prudents, c'est parce que nous avions une obsession que nous gardons cette année. C'est ce que je disais tout à l'heure, avoir les moyens de répondre
avoir les moyens de faire face à l'urgence. Pardon pour un petit peu de rétroviseur quand même, au final sur le déficit public, on l'évoquait juste avant, avec Marc Vigneault du Point, on n'a pas dit de bêtises sur les chiffres, vous écoutiez, non? J'ai écouté et ça me paraissait très correct. Bon, non, vous avez prévu en novembre 220 milliards d'euros de déficit public. Finalement, ce sera 180, ce qui est quand même évidemment vertigineux, mais à mesure de la crise, évidemment, de ce qu'on vit. Ce différentiel de 40 milliards d'euros, c'est justement le rebond de l'activité meilleur que prévu. Et donc, avant d'expliquer la différence, d'abord une précision. Nous avons commencé l'année 2020 avec une prévision de déficit à 93 milliards d'euros. Nous la terminons à 178 milliards d'euros. C'est presque un doublement du déficit. Ouais. Et c'est un déficit de 30 milliards supérieur à celui connu en 2010 après la dernière grande crise. Ouais. Donc il y a une évolution du déficit, un niveau de déficit jamais connu. En novembre, nous avons imaginé, nous avons craint en réalité, que ce déficit puisse atteindre 223 millions d'euros. Et il est, comme vous l'avez rappelé, exactement, milliards, pardonnez-moi. Ouais. Et il est, comme vous l'avez rappelé, à 178,2 milliards d'euros. Cette différence de 45 milliards d'euros s'explique par deux facteurs. D'abord, une reprise d'activité plus forte que prévu, ce qui se traduit par des recettes fiscales pour à peu près 6,7 milliards, ce qui est conséquent. Nous avons, notamment quoi? Notamment sur l'impôt sur les sociétés, sur la TVA. Ouais. Et nous avons un ressaut par rapport à nos prévisions de novembre de 3,6 milliards en impôt sur les sociétés et d'1,7 milliard en TVA. Et ce qui est à noter, c'est que toujours par rapport à 2010, en 2010, l'impôt sur les sociétés avait baissé de 50%. Il ne baisse entre guillemets que de 25% au cours de l'année 2020. L'autre facteur, alors que la récession est deux fois plus importante que celle de 2010. Et l'autre facteur qui est aussi... Voire 3 fois même peut-être. Ça souligne peut-être d'ailleurs l'efficacité des mesures de soutien à l'économie que nous avons mises en place. Et il y a un autre facteur qui explique cette différence par rapport aux prévisions de novembre, c'est que dès lors qu'il y a plus d'activité, dès lors que la perte d'activité est moins importante que prévu et que les dégâts sont moins importants que prévu, ça signifie que les mesures d'urgence que nous avons mises en place sont moins sollicitées. Il y a moins de consommation de chômage partiel, moins de consommation du fonds de solidarité que la pire des hypothèses. Et puis enfin, dernière explication, lorsque nous avons proposé aux parlementaires de voter le 4e PLFR en novembre avec cette prévision, nous avions prévu des crédits pour tenir toute la fin d'année en confinement. Qui n'ont pas été consommés. Qui n'ont pas été consommés, mais à hauteur de 28 milliards d'euros. C'est ça, mais l'explication la plus simple, c'est que novembre, nous étions en confinement et nous avons perdu moins d'activité que prévu. Vous pensez que le confinement durait 2 mois, il n'a duré qu'un mois. Et surtout, on ne pensait pas que le confinement allait durer 1 mois ou 2 mois. Notre responsabilité était de prévoir la pire des hypothèses, parce que le pire de tout n'est pas ce décalage entre la prévision et la réalisation. Le pire, cela aurait été de manquer de crédit pour accompagner les entreprises au moment où elles en avaient besoin. C'est une question qui revient souvent et vous allez pouvoir nous répondre, Olivier Dussopt. La facture de la crise sur 2020, si on devait regarder entre les baisses de recettes, l'augmentation évidemment des dépenses, on est quoi? C'est 100 milliards, 150 milliards, on peut le chiffrer? En termes de dépenses publiques, c'est-à-dire au sens large. Pour l'État, la sécurité sociale, et compagnie. Les collectivités, nous serons au-delà de 150 milliards d'euros. 150 milliards d'euros. Nous serons au-delà puisque la sécurité sociale a vu son déficit passer d'un peu plus de 5 milliards d'euros à 45 milliards d'euros. L'État a vu son déficit progresser de 85 milliards d'euros et a engagé aussi des dépenses qui sont extrêmement importantes. Sur 150 milliards de factures globales, il y en a 100 à peu près donc pour l'État. Une centaine pour l'État, sachant que nous avons encore des factures, pour reprendre cette expression, ça n'est pas tout à fait le terme consacré, mais des factures à payer, puisque la perte d'activité du mois de décembre, qui est indemnisée par le Fonds de solidarité ou le chômage partiel, ce sont des dépenses que nous payons maintenant pour une perte d'activité de l'année précédente. Un mot sur le coût des tests anti-Covid. J'ai lu ce chiffre pris en charge, on le sait à 100% par l'État. Ce qui n'est pas le cas de tous les pays. Il y a des pays où c'est 100, 150 euros par tête de pipe. Parfois même plus. On a pu le voir lorsque les frontières ont été fermées avec la Grande-Bretagne. Tout le monde a en tête ces images, soit d'expatriés, soit d'étudiants, qui pour rentrer en France avaient besoin d'un test rapidement et qui témoignaient en disant qu'on leur demandait jusqu'à 200 euros pour faire un test. Donc cette prise en charge à 100%, le coût pour les finances publiques, c'est 2,7 milliards, vous confirmez? Un peu plus, c'est entre 2,7 milliards et 2,8 milliards. Nous avions prévu 2,2 milliards de crédits. Nous serons à 2,8 milliards in fine. Sur 2020. Sur 2020. C'est la conséquence d'un choix, le choix de la gratuité qu'on vient de rappeler, le choix de l'accès facile au test, de manière à ce que le test soit un instrument de prévention et un instrument de lutte contre l'épidémie. C'est un bon investissement, de la même manière qu'en 2021, nous allons consacrer beaucoup de crédits à la campagne de vaccination. Combien justement? Parce que nous avons inscrit dans la loi de financement de la sécurité sociale une provision à hauteur d'1,5 milliard. Ça coûtera
très certainement plus Oui, cher. vous le dire, ouais. Ça coûtera très certainement plus cher, mais c'est le meilleur investissement. Ah oui. Meilleur investissement pour la santé des Français et meilleur investissement pour l'économie. Un petit mot aussi, puisque vous avez également volé au secours des entreprises publiques l'an dernier, Air France, SNCF, EDF, sous des formes différentes, mais une enveloppe de 20 milliards a été prévue, il y a du SOC pour les recapitaliser. Plus de la moitié a été consommée, c'est ça? Un peu moins de la moitié en réalité, c'est un peu moins de 9 milliards d'euros ont été consommés. C'est ça, donc il reste 11 milliards d'euros potentiellement mobilisables cette année. Le reste est reporté pour 2021. Qui pourra en avoir besoin en premier? Alors, Air France? Parce qu'on veut Air France derrière vous. Nous avons cette possibilité de participer soit par des prêts, soit par des prises de capital, des prises de participation au capital d'entreprises stratégiques qui seraient en difficulté. Air France ou pas Air France? La question n'est jamais aisée et je ne peux pas répondre à votre question. Parce que nous savons qu'un certain nombre d'entreprises peuvent rencontrer des difficultés. Parfois, des difficultés sont sur la place publique, mais nous n'avons pas à commenter des difficultés ou à les aggraver par un commentaire. Le gouvernement vient d'annoncer que les remontées mécaniques ne rouvriront pas en février et a priori d'ici aussi la fin de la saison. Il y a un plan de soutien à la filière montagne qui a été annoncé au mois de décembre, qui était aux alentours de 400 millions d'euros. Il est caduc, il est dépassé, Il va falloir que nous complétions ce plan, au moins à quelle pour tenir hauteur? compte. Vous avez une idée ou pas du tout? Il va falloir tenir compte de la durée pendant laquelle les remontées mécaniques sont fermées. La saison est foutue pour eux. Nous avons acté un certain nombre de choses. Le fait que l'ensemble des commerces des vallées skiables soient éligibles au fonds de solidarité à de très rares exceptions. Le fait que le chômage partiel puisse être mis en place avec une prise en charge à 100%. Le fait aussi que nous puissions prévoir des dispositifs pour compenser les pertes de recettes des remontées mécaniques, notamment par la prise en charge des coûts fixes pour les remontées mécaniques privées et publiques. Le gouvernement travaille. Vous l'avez évoqué, sur la première période, nous étions autour de 400 millions d'euros. Actuellement, nous travaillons, de la saison entière, nous travaillons pour finaliser ces dispositifs, voir comment les améliorer et les inscrire dans une durée un peu plus longue. Ça fait l'objet d'arbitrages et de décisions que le Premier ministre aura à rendre dans les heures qui viennent. Au final, on va se prendre dans cette crise 20 ou 30 points de dette en plus, nécessaire, obligatoire, pour éviter évidemment une dépression phénoménale. Qui paiera? C'est toujours cette question qui revient. Qui paiera cette facture, ces 20 ou 30 points de dette Covid? Qui va payer la facture? Deux points sur ce sujet. D'abord, une évidence, la dette se rembourse. Elle se rembourse dans le temps et donc nous devons garder en tête que cette dette... Si la Banque Centrale Européenne, vous le savez, conserve à son bilan cette dette, parce que 80% de la dette française, 70% a été achetée en 2020 par la BCE. Si elle le conserve jusqu'à maturité, pardon, c'est un peu technique, mais à son bilan, et puis quand vient le moment du remboursement, la France peut réémettre et c'est de nouveau racheté par la BCE. Cette dette, certains disent, il n'y aura pas besoin de la rembourser. Oui, enfin... Ad vitam aeternam. Ad vitam aeternam, très franchement, pour parler les choses, pour dire les choses clairement, ça m'étonnerait assez. Nous partons du principe, et c'est une position que nous défendons, que la dette se rembourse et qu'il faut le prévoir. C'est la raison pour laquelle nous sommes extrêmement attentifs à garder toute la crédibilité que nous avons sur les marchés aujourd'hui. La France bénéficie, par les efforts passés, on vient de le voir cette semaine, de circonstances extrêmement favorables. La France a émis, j'ai vu ça, alors j'ai plus le chiffre en tête, vous savez mieux que moi, vous avez émis, je crois que c'est 7 milliards cette semaine. 7 milliards à 50 ans. À 50 ans, à combien? À 0,59%. Ouais. Et par ailleurs, nous avons, au cours de l'année 2020, preuve de la crédibilité encore de la signature française. Et ce matin, j'étais auditionné par les sénateurs de la Commission des Finances et un sénateur disait que finalement notre dette apparaissait comme une valeur refuge pour un certain nombre d'investisseurs. Jusqu'ici, tout va bien. Ouais. Sur les obligations à 10 ans, par exemple, l'année 2020 s'est caractérisée par un taux moyen légèrement inférieur à 0, ce qui est assez étonnant, mais ce qui nous permet aussi de faire face à la crise. Par contre, donc ça coûte rien d'intérêt, mais il faut rembourser le capital. Alors qui va payer la crise? Alors pose la question, qui va payer? Il faut surtout garder la crédibilité. Et garder la crédibilité, ça signifie maintenir le cap sur les dépenses ordinaires hors crise, garantir le caractère ponctuel des dépenses que nous mettons en œuvre pour faire face à la crise. Mais ça ne me dit pas qui va payer encore une fois. Qui va payer? C'est le retour de la croissance qui va permettre d'avoir plus de recettes fiscales. D'abord, pour dire les choses très clairement. Les impôts qui augmenteront un jour ou l'autre. Très clairement, ce sont les Français qui vont payer, puisque la dette est une dette souveraine. Le choix qui est le nôtre, et que nous défendons avec Bruno Le Maire depuis le début et avec tout le gouvernement, c'est de ne pas augmenter les impôts et de continuer à les baisser. Et le choix qui est le nôtre est de soutenir la croissance pour générer des recettes et ainsi rembourser la dette. Nous avons un certain nombre de précédents. Après la crise de 2010, il y a un choc fiscal d'une trentaine de milliards d'euros sur les ménages. François Hollande, l'œuvre de François Hollande. Après 2010, ça n'était pas François Hollande. Après 2012-2013, il y a un choc fiscal sur les entreprises d'une trentaine de milliards à nouveau. Un peu pour Nicolas Sarkozy, un petit peu pour François Les deux Hollande. chocs fiscaux que j'évoque n'ont pas suscité de croissance, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous considérons que pour sortir de la crise, on doit susciter de la croissance et pousser la croissance. Et surtout, nous considérons qu'on ne sort pas de la crise en augmentant les impôts. Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, qui affirme il y a quelques jours, justement, on est dans le sujet, que la dette française sera supérieure à 100% pendant au moins une décennie. Il est réaliste, il voit juste?
Nous sommes aujourd'hui à 120%. Ouais. Et effectivement, lorsqu'on se projette, y compris en faisant les efforts les plus importants possibles, le passage de 120 à 100% est une marche qui est importante et qui va nécessiter plusieurs années. Je ne sais pas aujourd'hui faire une prévision en disant est-ce que c'est 5 ans, est-ce que c'est 7 ans, est-ce que c'est 10 ans. Ça va prendre du temps et c'est d'ailleurs aussi une manière de rendre soutenable ce remboursement et ce désendettement que de l'inscrire dans le temps. Cela fait partie des réflexions que nous avons confiées, demandées à la commission présidée par Jean Arthuis, y compris avec cette idée de cantonnement pour bien identifier la dette qui relève du Covid et les modalités de son remboursement. Donc en substance, si je comprends bien, le gouvernement va continuer de soutenir les entreprises aussi longtemps que ce sera nécessaire. C'est le message qu'on entend toujours. C'est le cas. Bon. Et en même temps, à lire Olivier Dussopt aujourd'hui dans Les Échos, vous dites il faut sortir cette année du quoi qu'il en coûte. Et là, on se dit, mais je me suis dit, mais il n'y a pas une contradiction là. Vous avez peut-être lu que la moitié de la phrase. J'ai lu. Je dis, faire une question comme ça. Je dis d'une part que l'État sera au rendez-vous pour soutenir les entreprises en difficulté, que les entreprises qui font l'objet de fermetures administratives seront aidées. Mais ça veut dire quoi concrètement? C'est la fin du quoi qu'il en coûte. Je vais y arriver. Je dis aussi que nous espérons tous que 2021 soit la sortie de la crise sanitaire et que la sortie de la crise sanitaire doit s'accompagner de l'extinction progressive des dispositifs d'aide. Tout à l'heure, je parlais de crédibilité sur les marchés et pour faire face à nos besoins de financement. Ça passe par le fait que les mesures exceptionnelles par leur ampleur que nous mettons en œuvre soient ponctuelles. Et le plus tôt sera le mieux, parce que le plus tôt signifiera que nous serons sortis tôt de la crise sanitaire. Mais en parler dès maintenant, c'est pas un peu anachronique, alors que parler de la sortie du quoi qu'il en coûte, alors que le plus probable, c'est peut-être un reconfinement la semaine prochaine. Est-ce que c'est pas... Au contraire, les chefs d'entreprise qui nous regardent et qui nous écoutent ont à la fois une inquiétude sur le niveau de l'activité, l'évolution de la crise épidémique, mais ils sont aussi inquiets, et nous le disent à juste titre, sur la question de la dette et sur la question de la soutenabilité. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans une situation de crise épidémique avec des conséquences économiques et sociales qui sont importantes. Nous répondons présent et nous allons continuer à répondre présent comme nous l'avons toujours fait, mais il faut aussi avoir en tête la suite. Et la suite, c'est le retour à un niveau soutenable de dépenses publiques. Donc c'est le début de la fin du quoi qu'il en coûte. Et ça rejoint ce que j'ai dit il y a un instant, qui est de dire qu'au fur et à mesure où les choses s'amélioreront, il faudra éteindre progressivement les dispositifs, sortir de ces dispositifs d'urgence. Mais les choses qui s'améliorent, on ne les voit pas pour l'instant. Ça, je veux dire, on n'est pas dans cette séquence-là. Je peux vous rejoindre lorsque vous dites vos craintes sur la situation sanitaire, mais je vois aussi qu'il y a une résilience, une capacité au rebond de l'économie qui est extrêmement importante. Tout à l'heure, j'évoquais le rebond de croissance de plus de 18,5% au troisième trimestre de l'année 2020, ça s'était aussi accompagné par la création de 400 000 emplois qui ont largement amorti la dégradation du chômage au cours de cette même année. Ouais. La capacité de rebond de l'économie française est importante, mais pour ça, il faut pouvoir rouvrir. Et pour ça, il faut juguler la pandémie, on y revient. Un dernier mot sur Couche-Tard et Carrefour. Je vous en parle parce qu'il y a cette sortie du ministre de l'économie québécois. Et on a le sentiment que Alstom, pour le coup, quand c'est français, peut racheter un Canadien, Bombardier en l'occurrence, mais Couche-Tard ne peut pas investir 3 milliards d'euros dans Carrefour pour l'aider à se développer. Est-ce que vous comprenez que tout ça ne donne pas une super image de la place financière de Paris, de l'attractivité tant vantée par le président de la République? En gros, les OP, elles sont acceptées que si c'est une boîte française qui achète une boîte étrangère, que c'est à sens unique. Et vous savez que c'est une position à mot couvert qui a quand même un peu médusé les cercles d'affaires. D'ailleurs, donc le ministre québécois de l'économie qui disait, mais je suis convaincu que... Je sais pas quoi qu'il a dit. Il a dit quoi que Couche-Tard sera un bon propriétaire de Carrefour, comme Alstom a été un bon propriétaire de Bombardier. Je trouve que la décision d'opposition à ce rapprochement, telle que l'a rappelé, telle que l'a annoncé Bruno Le Maire, c'est une décision qui a été prise par rapport au fait que nous considérons que l'agroalimentaire et la taille du groupe Carrefour en font une entreprise stratégique et que nous avons pris un certain nombre de dispositions pour protéger les secteurs que l'on considère comme stratégiques. C'est le sens de cette décision et c'est le sens, la motivation de cette opposition au rapprochement que Bruno Le Maire a annoncé. Mais Bombardier aussi, c'est du transport, ça peut être aussi considéré comme stratégique par les Canadiens. Je dois dire, je ne sais pas si les Canadiens disposent d'outils de protection des intérêts stratégiques comme ceux dont nous disposons. Vous ne voyez rien contre qu'une boîte étrangère rachète une boîte française sur le principe? Non, si ça permet d'affirmer et de conforter les intérêts stratégiques de la France, ça me paraît dans le bon sens, mais ça n'empêche pas la France de protéger ses propres intérêts stratégiques. Bon, voilà, merci d'avoir été avec nous. Olivier Dussopt, donc, le ministre des Comptes publics, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, à bientôt.